Alors bonjour à toutes et tous, je suis Laurent Simula, je suis professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui 4 jeunes économistes. Nous avons intitulé cette session à la rencontre des grands économistes de demain parce que ce sont des économistes qui sont particulièrement prometteurs. Et nous espérons que les travaux qu'ils vont résumer par la suite vous convaincront que nous avons fait le bon choix. Alors, nous avons 4 invités. Nous avons, alors par ordre alphabétique, Dylan Glover, qui est de l'INSEAD. Nous avons Arnaud Philippe, qui est de l'Université de Bristol. Eva Reiber, qui est de l'École d'économie d'Aix-Marseille, et Camille Terrier, qui est d'HEC Lausanne. Donc la première intervention va être par Camille. Ce qui est prévu, c'est que chaque intervenant va présenter ses travaux de façon pédagogique en 10 à 12 minutes. Et ensuite, nous garderons pas mal de temps pour répondre à vos questions. Donc Camille. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment enchantée d'être ici et d'avoir l'opportunité de parler de mon parcours brièvement pour commencer et ensuite de mes thèmes de recherche. Alors, pour m'introduire rapidement, je n'avais pas prévu de mentionner nécessairement ça, mais en fait j'ai fait 2 années de prépa à Lyon, au lycée La Martinière, pour commencer. Ensuite j'ai fait l'ENS à Cachan en économie et gestion. Et là où j'allais commencer, c'est qu'avant de commencer un doctorat, j'ai été assistante de recherche dans un laboratoire d'évaluation des politiques publiques qui s'appelle GIPAL, que vous connaissez peut-être parce que c'est le laboratoire qui a été cofondé par Esther Duflo. Et pour l'anecdote, en fait, c'est à GIPAL que j'ai rencontré Dylan et Arnaud qui sont ici, et on a été co-bureau pendant quelques temps. Donc, le monde est petit et j'inciterai tout le monde à faire des expériences d'assistante de recherche. Je pense que c'est une expérience très enrichissante. Donc, à la suite de cette année d'assistante de recherche, j'ai fait un doctorat en économie à l'École d'économie de Paris. Et en fait, officiellement, mon doctorat donc, est de l'École d'économie de Paris. J'ai passé 2 ans à Paris et ensuite 2 ans en visiting à la London School of Economics. Et à la suite de ça, j'ai fait un postdoc de 2 ans au MIT. Et ça fait 1 an maintenant que je suis à Lausanne, à HEC, que j'ai pris un poste d'assistant prof à HEC. Donc voilà, en quelques mots pour mon parcours et les différentes étapes. Et donc, je vais continuer en quelques minutes, enfin, pour le reste de la présentation, sur une présentation un peu générale du thème de recherche sur lequel j'ai travaillé dans les 5-6 dernières années. Et plus spécifiquement, je vais présenter un des articles de recherche et un des projets de recherche sur lequel j'ai travaillé et qui est peut-être l'un des projets les plus aboutis à ce stade. Donc, je dirais que beaucoup de mes projets de recherche portent sur des marchés sans prix. Et qu'est-ce qu'on entend par des marchés sans prix? En fait, souvent, quand on étudie l'économie, on s'intéresse au marché, et on s'intéresse au marché comme, sous forme de questions et on cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut allouer des biens et des agents en utilisant les prix comme ressource d'allocation et en utilisant les prix pour allouer ces biens. Et en général, voilà, on utilise le prix comme valeur d'équilibre, c'est-à-dire que si on a une demande qui est trop élevée, on a les prix qui augmentent, et c'est ce qui permet de trouver un équilibre sur un marché. Mais il y a aussi beaucoup de marchés, en fait, qui ne reposent pas sur les prix, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée depuis le début. Et qu'est-ce que j'entends par ces marchés qui ne reposent pas sur les prix? Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour allouer des places en crèche à des parents? Comment est-ce qu'on fait pour allouer des logements sociaux à des personnes qui cherchent un logement? Comment est-ce qu'on fait pour allouer des places dans les établissements scolaires aux élèves qui sortent de collège ou aux élèves qui sortent de lycée et qui cherchent une place dans une université?
Et vous voyez qu'un des points communs, c'est que ces marchés, ils sont souvent du domaine du secteur public. Un autre exemple un peu plus récent, c'est que je dirais qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, on a aussi des marchés en ligne qui se sont créés, comme les plateformes de rencontres. Tinder, c'est typiquement un marché dans lequel on a une offre et une demande, on a des hommes et des femmes, on essaye de les matcher ensemble et on n'utilise pas de prix. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui sont plus attractifs que d'autres, on a trop de demandes pour certaines personnes. Comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour équilibrer l'offre et la demande ? Donc voilà, même question pour les plateformes de recrutement en ligne où on a des jobs qui sont postés, on a des demandeurs d'emploi et on a souvent certains jobs, par exemple Google, qui sont beaucoup plus attractifs que d'autres et qui ont beaucoup trop de demandes par rapport à leur capacité de recrutement. Et dans ces situations de congestion, comment est-ce qu'on fait pour résoudre la congestion ? Et un exemple un tout petit peu plus spécifique en France qui doit parler à un certain nombre d'étudiants dans la salle, c'est FEU APB, donc affectation post-bac, qui était l'algorithme qui était utilisé pour affecter les étudiants qui venaient de passer le bac dans l'enseignement supérieur sur des formations et qui a été remplacé par Parcoursup. Donc ça, c'est toutes des questions, tous des exemples de marchés dans lesquels on n'utilise pas les prix pour allouer l'offre et la demande. Et dans ce cas-là, quand on a certaines unités ou certains biens qui sont trop demandés, comment est-ce qu'on fait en fait, pour résoudre cet excès de demande. Et donc, ce qu'on fait souvent, et en fait c'est tout un pan de l'économie, c'est qu'on utilise des algorithmes d'affectation. Et donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on entend par algorithme d'affectation ? En fait, ça fonctionne souvent de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un côté du marché, donc si je prends l'exemple par exemple de l'affectation des élèves dans les établissements scolaires, on demande aux élèves de soumettre une liste ordonnée de vœux. De l'autre côté, on a les établissements scolaires, et les établissements scolaires ont, eux, des critères ou un barème qui leur permet, quand ils ont trop de candidatures par rapport à leur nombre de places, d'ordonner et de prioriser les différents candidats. Et ensuite, à partir de ces deux inputs, les listes ordonnées de vœux qui sont soumis par les élèves et les barèmes des établissements scolaires, on utilise un algorithme. Et un algorithme, qu'est-ce que c'est ? On entend souvent ce terme, c'est juste une succession d'instructions qui sont automatisées. C'est-à-dire que en deux phrases pour illustrer, pour un algorithme d'affectation des élèves dans les établissements scolaires, la suite automatisée d'instructions, ce serait utiliser, donc on demande à l'ordinateur de regarder le premier vœu qui a été soumis par tout le monde, de faire candidater les élèves dans ce premier vœu. Ensuite, on se met du côté des établissements, on regarde tous les établissements, on dit ordonner par ordre, d'ordonner tous les candidats par ordre décroissant de barème ou de priorité, de garder les 5 ou 6 candidats, les classer les plus hauts et de rejeter les autres si l'établissement a uniquement 5 ou 6 places, et vice-versa. Et ensuite de passer à l'étape numéro 2 qui est tous les candidats qui ont été rejetés, on les fait candidater dans leur vœu numéro 2, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment ça. Quand on parle d'algorithme, c'est juste une succession d'étapes codées informatiquement et réalisées de façon automatisée. Et la conséquence d'utiliser un algorithme, c'est qu'on a une affectation unique pour chaque candidat ou pour chaque côté du marché. Et donc, ces algorithmes-là, on peut les utiliser dans différents environnements. Je vais présenter ici en fait 3 illustrations, qui sont 3 illustrations sur lesquelles je travaille. Donc, par exemple, on peut les utiliser pour affecter des enseignants dans des établissements scolaires, avec le même fonctionnement que je viens de décrire, où on demande aux enseignants de classer les établissements et aux établissements scolaires d'avoir des barèmes pour ordonner les enseignants, et on fait tourner un algorithme. On peut aussi les utiliser pour affecter des élèves dans les établissements scolaires. Et enfin, on peut les utiliser éventuellement pour résoudre des situations de congestion sur les marchés du travail, donc pour affecter des demandeurs d'emploi sur des emplois. Et donc, si on reprend l'exemple, par exemple, que j'utilisais de Google, où on a des situations de congestion, c'est-à-dire qu'on a trop de candidats sur certains jobs, et après, on a une grande partie des jobs sur certaines plateformes qui n'ont aucune candidature. Donc, comment on fait pour résoudre ces situations-là ? C'est là que la théorie de l'appariement sur des marchés sans prix, ça peut nous aider à résoudre ces situations de congestion. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je travaille sur chacun de ces exemples et de ces situations d'affectation. Je vais illustrer plus spécifiquement l'une d'elles, qui est l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires, parce que c'est un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé dans les 5 dernières années avec Julien Combe et Olivier Tercieux. Et en fait, on s'est intéressé à l'origine à une problématique, ou plutôt à un constat,
qui était que chaque année, donc le marché du travail des enseignants n'est pas du tout libre, dans le sens où les enseignants ne peuvent pas candidater directement dans les établissements scolaires en envoyant leur CV, comme ça pourrait se faire sur d'autres marchés du travail. Les enseignants sont affectés de façon centralisée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on a un processus où chaque année, les enseignants soumettent des listes ordonnées d'établissements ou dans un premier temps d'académies. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que chaque année, parmi tous les enseignants qui font une demande de changement d'académie, seuls 40% ou 43% environ des enseignants obtiennent cette mobilité. Ce qui est coûteux à la fois pour les enseignants, puisque en termes de bien-être, ça implique que tous ces enseignants qui n'obtiennent pas leur vœu de mobilité doivent attendre une année de plus pour pouvoir refaire des vœux. C'est aussi coûteux pour l'institution, parce qu'on n'a pas forcément envie de bloquer des enseignants sur des postes dans lesquels ils n'ont pas envie de rester. Donc ça, c'était le constat de départ. À partir de ça, on s'est demandé, à partir de nos connaissances et de l'expertise qu'on a sur les algorithmes d'affectation, est-ce qu'on pourrait augmenter cette mobilité tout en évitant de pénaliser les académies les moins attractives. Et c'est là qu'on s'est vraiment intéressé en fait à la situation. On est parti dans la démarche, on a essayé de combiner à la fois la connaissance de terrain qu'on avait sur le fait qu'en France, on a beaucoup d'hétérogénéité dans l'attractivité des académies, et plus précisément, en fait, on a 2 ou 3 académies qui sont les académies de Créteil, Versailles et Amiens, qui sont particulièrement non attractives. Et ces académies-là, chaque année, elles regroupent 50% des demandes de mobilité sortantes. Donc on voit qu'en fait, on a un arbitrage à faire, c'est-à-dire que si on augmente beaucoup la mobilité, on aide les enseignants à quitter les académies, en fait, on va vider ces académies-là. Donc, en étant pragmatique, en essayant d'avoir une approche pragmatique, on s'est dit, l'objectif, si on veut améliorer, si on veut s'intéresser à ce marché-là, c'est pas uniquement d'augmenter la mobilité, mais c'est aussi de tenir compte des académies les plus défavorisées. Et donc, l'approche qu'on a eue, je dirais que c'est un peu en 3 étapes, c'est-à-dire qu'on a combiné une approche théorique et une approche empirique. Du point de vue de la théorie, on a commencé par décrire l'algorithme qui est actuellement utilisé par le ministère de l'Éducation nationale pour affecter les enseignants dans les académies et ensuite les enseignants dans les établissements scolaires. À partir de cette description de l'algorithme, en fait, on a identifié les forces et les faiblesses de l'algorithme. Et on a utilisé cette première partie pour identifier, nous, des algorithmes, pour créer des algorithmes alternatifs qui pourraient être utilisés pour à la fois augmenter la mobilité des enseignants, tout en tenant compte de la situation des académies les moins attractives qu'on ne veut pas pénaliser en augmentant significativement les flux de sortie. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Je ne vais pas décrire l'algorithme du tout, mais on a cette partie qui est de proposer des algorithmes alternatifs. Et ensuite, on est passé à la partie empirique. Et pour la partie empirique, on a utilisé les données du ministère de l'Éducation nationale qui contiennent à la fois les vœux reportés par les enseignants chaque année pour changer d'académie et le barème qui est utilisé par les différentes académies quand elles ont trop de candidats par rapport pour classer les candidats. Et on a utilisé ces données-là pour faire tourner, reproduire l'algorithme qui est actuellement utilisé par le ministère de l'Éducation nationale et obtenir des affectations, pour faire tourner les algorithmes que nous, on suggère comme alternatives et obtenir une affectation. Et ensuite, on a comparé les affectations qu'on obtient entre l'algorithme actuel et les suggestions, les algorithmes alternatifs qu'on propose nous. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en faisant cet exercice de simulation, c'est qu'il est possible en fait, d'augmenter significativement la mobilité des enseignants de l'ordre de 30%, tout en tenant compte de la situation des académies les moins attractives. Et qu'est-ce que j'entends par tenir compte de leur situation? C'est dans ces académies-là de soit maintenir les flux de sortie de ces académies constants, ou alors augmenter ces flux ou les diminuer en fonction, et c'est là que on rentre un peu dans le domaine des décideurs politiques, c'est-à-dire qu'ils ont une palette de choix. Ce qu'on montre, c'est qu'avec les algorithmes alternatifs qu'on propose nous, ces différents choix sont possibles pour ces académies non attractives. Et donc ça fait un peu une transition avec quelles sont les portées politiques et les applications de ces travaux de recherche. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé et plu dans ces travaux de recherche, c'est l'ancrage très concret, c'est-à-dire qu'on a à la fois, avant même de commencer la théorie, on s'est intéressé à quels sont en fait les dysfonctionnements qu'on observe
en pratique et comment est-ce qu'on peut utiliser la théorie, comment est-ce qu'on peut utiliser notre expertise en tant que chercheur pour résoudre un problème très concret qui se pose, qui est un manque de mobilité dans le marché des enseignants. Donc c'est à la fois de partir du terrain et une fois que la recherche est faite, c'est d'échanger à la fois avec le ministère et avec certains syndicats d'enseignants pour voir est-ce que eux ça les intéresserait, est-ce que cette recherche leur parle et comment ils perçoivent ces algorithmes alternatifs qu'on suggère nous. Et donc plus généralement pour échanger sur les résultats de nos recherches, en fait on a eu une démarche où on a essayé de rédiger, on a rédigé des notes de synthèse avec différents instituts qui permettent de partager un peu plus largement les résultats que notre petit milieu académique. Et donc je donne des exemples ici. Donc il y a une note par exemple qu'on a rédigée avec l'Institut des politiques publiques qui porte très spécifiquement sur les résultats des simulations qu'on a faites. On a rédigé un article pour la revue du ministère de l'Éducation nationale, qui s'appelle Éducation et formation. Et de façon plus générale, parce que donc la recherche que je viens de présenter porte sur l'affectation des enseignants dans les établissements scolaires, mais donc j'ai mentionné que ça s'inscrit dans un programme de recherche plus large sur les algorithmes d'affectation, qui sont en fait en France, on est des assez gros consommateurs d'algorithmes d'affectation dans le milieu éducatif, parce qu'on utilise un algorithme qui s'appelle AffleNet pour affecter les élèves qui sortent de 3e dans les lycées. On utilisait l'algorithme affectation post-bac pour affecter les élèves qui venaient de passer le bac dans les formations d'enseignement supérieur. Et on a un algorithme pour affecter les enseignants dans les établissements scolaires. Donc avec Terra Nova, on a écrit une note qui vise à essayer de faire une connexion entre les décideurs politiques et les chercheurs et essayer de généraliser, en tout cas de partager ce qu'on sait, nous, sur les algorithmes d'affectation. Donc voilà pour mon programme de recherche. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, dans les questions, on les prendra en bloc à la fin de toutes les présentations. Je vais vous redonner le numéro parce que pour le moment, j'ai encore aucune question. Et pour éviter qu'elles arrivent toutes en bloc à la fin, donc le numéro c'est 07 67 65 15 95. Voilà, il est remis. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure qu'elles émergent dans votre esprit. Et on les prendra toutes à la fin. Le deuxième présentateur est donc Arnaud Philippe. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité ici. Alors effectivement, comme Camille et comme mes deux autres collègues, on m'a demandé de présenter un peu mon parcours avant d'arriver à la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je suis lectureur. Alors lectureur, c'est un des termes, vous avez dû en entendre plusieurs depuis si vous avez suivi plusieurs sessions, mais en gros, maître de conférence en France, lectureur dans l'université britannique et assistant professor aux États-Unis sont des termes synonymes. Je suis un économiste empiriste, je m'intéresse, Camille s'intéressait au marché sans argent, je ne m'intéresse même pas au marché, donc il n'y en a pas dans ma recherche. Je m'intéresse principalement à l'économie de la criminalité. Vous avez déjà eu une partie de mes travaux présentés ce matin, puisque j'ai travaillé avec Aurélie Housse sur le papier sur l'effet des médias, sur les peines de prison qui a été évoqué ce matin. Et je m'intéresse par ailleurs aux questions de genre et aux discriminations entre hommes et femmes. Ce qui m'a amené à l'économie, à la base, j'ai fait des études de biologie, j'ai fait une classe préparatoire en biologie et je suis rentré à l'école normale en bio. J'ai passé 6 mois de mon M1 à disséquer des guêpes. Et même si je continue à penser que la théorie de l'évolution est probablement la plus belle construction intellectuelle dont l'homme ait pu avancer, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire de mes journées. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à m'investir à cette époque-là, quand j'étais en M1 d'économie, en M1 de biologie, pardon, dans une association qui s'appelle le GENEPI, qui existe encore à l'heure actuelle, mais sous une forme assez différente, et qui est une association qui, à l'époque, donnait des cours en détention et organisait des activités autour des questions de prison. C'est à la fois cette expérience un petit peu fastidieuse de biologie et l'intérêt croissant pour les questions sociales et en particulier liées au champ de la justice pénale qui m'ont poussé à partir vers les sciences sociales avec, sans trop savoir
comment discriminer entre les sciences sociales, mais avec du coup la volonté d'aller vers quelque chose qui me semblait plus proche de ce que je faisais déjà, et donc que je suis plutôt allé vers l'économie plutôt que la sociologie ou l'anthropologie, parce que ça me semblait être un peu plus proche de ce que pouvait être le mode de pensée des biologistes. Ça reste une façon assez structurante pour moi encore d'envisager la recherche à l'heure actuelle, puisque il y a plusieurs façons de qualifier ce qu'est l'économie, mais de mon point de vue et dans ma pratique professionnelle, je considère que l'économie est plutôt une méthode qu'un objet. Et c'est pour ça que je me définis comme empiriste. Mon travail est d'essayer de prendre des bases de données, de leur poser des questions circonscrites et d'essayer de trouver une expérience soit réalisée naturellement dans le monde, soit de la mener moi-même, afin de répondre à cette question, sans qu'il soit nécessairement question d'un genre rationnel, de marché, d'argent ou de travail. Les travaux que je vais évoquer dans quelques instants n'ont pas beaucoup de lien avec les questions monétaires ou les questions traditionnellement rattachées à la discipline économique. À la suite de ça, bon, j'ai listé là, j'ai effectivement fait un an à JPAL avec Camille et Dylan. J'ai fait une thèse au CREST, qui est l'ancien laboratoire de rattachement de l'INSEE, qui est maintenant indépendant. J'ai eu à cette occasion une convention d'accueil avec le ministère de la Justice qui m'a permis d'avoir accès au casier judiciaire national qui recense toutes les condamnations que vous avez pu avoir dans cette salle et au-delà, et qui les rassemble en base statistique, donc qui contient les 600 000 à peu près condamnations prononcées en France à l'heure actuelle. J'ai fait ensuite un postdoc à TSE avant de devenir prof à l'université de Bristol au Royaume-Uni, frontière sud du Pays de Galles, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie anglaise. Le premier papier que je voulais évoquer aujourd'hui, je vais en évoquer 4 rapidement, sauf si Pierre-Philippe me coupe avant. La première question à laquelle on s'est intéressé avec Daniel Chen, qui est un de mes co-auteurs qui est à l'école d'économie de Toulouse, c'était la question de savoir dans quelle mesure les normes sociétales influaient sur les décisions de justice. La question se posait de manière intéressante à notre sens dans le domaine de la justice, parce que c'est un domaine dans lequel la contrainte, la norme professionnelle d'indépendance et de jugement seulement sur les faits qui sont présentés est extrêmement forte. Le fait que les profs soient biaisés quand ils corrigent des copies, c'est mal, mais le fait que les juges soient biaisés quand ils prononcent des peines, ça a plutôt des conséquences encore pires. Et du coup, l'idée de savoir si des normes sociétales pouvaient, même dans ce contexte de très très fortes normes professionnelles, influer sur les décisions, nous avait semblé intéressante. Trouver une norme sociétale claire, unidirectionnelle, etc. n'est pas totalement évident, mais l'exemple auquel on s'est intéressé, c'est celui des anniversaires. Il est de bon ton de souhaiter l'anniversaire aux gens, d'être gentil avec eux, de leur offrir des cadeaux, éventuellement des gâteaux, etc. etc. Et c'est une norme sociale assez claire dans nos sociétés. Du coup, on s'est intéressé au fait de savoir si on la retrouvait dans le prononcé des peines et si les gens qui étaient condamnés le jour de leur anniversaire bénéficiaient d'une sorte de clémence supérieure de la part des juges. C'est effectivement ce qu'on a trouvé. Vous avez dans le graphe de gauche l'évolution des peines moyennes pour les gens présents à leur procès, les jours avant leur anniversaire, donc quand ils sont jugés 5 jours avant leur anniversaire, 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour, le jour de l'anniversaire, puis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après. Et à droite, vous avez la même chose quand ils sont absents du procès. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les peines sont plus courtes pour les gens qui sont jugés le jour de leur anniversaire, et ce seulement lorsqu'ils sont présents à leur procès. Pas de cadeau pour une personne qui est absente, ce qui est assez logique. Vous ne pouvez pas souhaiter son anniversaire à l'invité s'il ne vient pas. Et l'effet n'est pas considérable en volume, c'est pas très surprenant. On se serait dit qu'on avait fait une erreur quelque part si on avait trouvé 150 jours. Je vous passe un certain nombre de détails, mais évidemment on a vérifié que les types de délits jugés ces jours-là étaient les mêmes, etc. etc. C'est une norme qu'on retrouve dans d'autres pays. On a fait le même exercice aux États-Unis, on retrouve des résultats assez similaires. On retrouve que le cadeau est d'autant plus élevé que les juges et les accusés partagent la même origine ethnique. Ce qu'on peut faire avec les données états-uniennes, on ne peut pas le faire en France puisque c'est interdit. Voilà, ça c'était un peu la première question à laquelle on a pu s'intéresser. Question connexe mais plus localisée, qui était de savoir ensuite si les gens prenaient en compte les circonstances locales, enfin, un petit peu les préférences. Vous savez sans doute qu'en France on a un pays très centralisé, la norme est censée être la même partout sur le territoire, à quelques exceptions près. Par exemple les mauvais traitements sur les animaux, c'est interdit. Exception faite de la corrida et des combats de coqs dans les endroits où il y a une tradition continue
le sud de la France pour la corrida et le nord et la Réunion pour les combats de coq. Vous n'avez pas le droit de faire un combat de coq à Marseille, en revanche vous avez le droit à Lille. Mais à part ce petit exemple anecdotique, en général, on considère que la norme doit être la même partout. Ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les pays. Et ici, on s'intéressait à un contexte particulier qui est celui de la Caroline du Nord, qui est assez intéressant parce que c'est un État des États-Unis dans lequel les juges sont élus dans certains districts et sont obligés de bouger tous les 6 mois. Tous les 6 mois, ils doivent changer de juridiction selon un planning qui est établi à l'avance. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de voir des gens qui sont élus selon des préférences ou une connaissance locale à un endroit, et on les force à arriver à un endroit qu'ils ne connaissent pas forcément, et la question est de savoir si ils vont découvrir quelque chose de nouveau et auquel ils vont éventuellement s'adapter. La façon dont on a fait ça, c'était de mesurer la différence qu'il y avait entre les peines prononcées par les gens quand ils arrivaient et les peines prononcées par les anciens, enfin ceux qui étaient là depuis assez longtemps dans le district, qu'ils connaissent assez bien. Et là, on observe deux choses différentes selon que la personne est chez elle, dans l'endroit où elle a été élue, et les cas où la personne n'est pas chez elle, dans un district différent. Dans un district différent, on a le graphique que vous avez à gauche. Je vais essayer de le simplifier parce qu'en fait, il est un petit peu plus compliqué, je me rends compte en le voyant là. Mais en gros, ce qu'on constate, c'est qu'au début, on a un certain nombre de... Enfin, le premier point que vous avez le plus à gauche du graphe, on a des peines qui sont, pour certaines, beaucoup plus sévères que celles prononcées localement, pour d'autres, beaucoup moins sévères que celles prononcées localement. Et au fil du temps, c'est l'avancée de l'axe des abscisses vers la droite, on a un écart qui se resserre. Les peines les plus sévères deviennent assez nettement plus proches des peines les plus sévères prononcées par les anciens juges, et les peines les moins sévères se rapprochent également de celles prononcées par les anciens juges. Rien de tel dans les districts dans lesquels la personne a été élue, ce qui est assez cohérent avec l'idée qu'une personne connaît la norme d'où elle est issue, la norme de l'endroit dans lequel elle a été élue, alors qu'en revanche, elle a tout à apprendre de celles des districts dans lesquels elle n'a pas été élue. D'une certaine manière, ici, on mesure à la fois un effet d'apprentissage et en creux, on mesure par défaut l'idée qu'il existe des normes locales auxquelles les gens doivent s'adapter. L'origine de ces normes locales reste un mystère pour nous. Il semble que ce soit assez corrélé avec les préférences des citoyens en termes politiques et assez peu corrélé avec les contraintes physiques telles que surpopulation carcérale, nombre de policiers, etc., qui ne semblent pas être liées à la norme. Troisième et avant-dernier travail que je voulais évoquer, toujours dans exactement le même contexte, on a utilisé également ce fait que les juges devaient bouger tous les 6 mois pour s'intéresser à l'effet des élections. Et ça, c'était assez intéressant comme contexte, le fait qu'ils doivent bouger tous les 6 mois, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont une contrainte élective, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient réélus afin de garder leur boulot, sinon ils se retrouvent au chômage, et qui passent un certain nombre de temps dans leur district dans lequel ils souhaitent être élus, face à ceux qui sont ou en tout cas en voyant un signal à ceux qui sont leurs potentiels électeurs, et ils passent un certain nombre de temps ailleurs, dans un endroit où, a priori, le retour électoralement parlant sera plus faible. Donc ça nous permet de mesurer la façon dont les peines de prison prononcées par les juges évoluent dans le temps, au fur et à mesure que l'élection se rapproche, et selon que les juges sont ou non dans le district dans lequel ils souhaitent se faire élire. On a séparé les élections en deux types d'élections, les élections qui sont contestées, c'est-à-dire que le juge a un challenger, il va devoir gagner une élection, et les élections dans lesquelles il n'y a pas de contestation, c'est-à-dire que le juge est seul candidat. Dans ce cas-là, pas besoin d'être particulièrement populiste, électoraliste, ou utilisez le terme que vous préférez, si vous n'avez pas d'adversaire, et c'est ce qu'on voit à droite, on a un graphe un peu bruité. Quand on est chez soi, quand on est ailleurs, globalement, ça ne fluctue pas particulièrement dans le temps à l'approche de l'élection. En revanche, quand on est chez soi et que l'élection est contestée, on constate dans le graphique de gauche que les peines augmentent très fortement à l'approche de l'élection. Vous le voyez sur le graphe, les peines qui sont prononcées en dehors du district dans lequel la personne veut être élue, c'est la ligne en pointillé, elle est globalement autour de 0 et jamais significative. On oscille un peu parce que c'est des données réelles, donc il y a toujours un peu de bruit, mais cette oscillation est dans un range, dans un écart assez faible. En revanche, 2 semestres et 3 semestres avant l'élection, on constate dans le district d'élection que les peines augmentent là très sévèrement, avec quand même plus de 20 jours supplémentaires par personne et par jugement. Dernier travail que je voulais évoquer, qui là nous ramène en France et qui est assez lié à ce qu'évoquait Aurélie ce matin sur l'effet des médias sur les décisions de justice. Il y a eu un discours, notamment
au cours de la campagne présidentielle de 2007 et dans les mois qui ont suivi, sur le fait que le peuple de France voulait plus de sévérité, sur l'horreur que constituaient les juges rouges qui avaient tendance à être particulièrement laxistes à l'égard de la délinquance. Et à la suite de ce discours, le président élu a fait le choix d'introduire un certain nombre de jurés dans les formations de jugement, avec l'idée que les jurés, enfin avec l'idée plus ou moins officiellement affichée, que les jurés seraient plus sévères et donc que ça ferait augmenter les peines et que ça se rapprocherait plus de ce que souhaitent les gens. Cela a été fait dans un contexte particulièrement propice à la mesure des effets, puisque les jurés ont été introduits seulement à Dijon, et dans les ressorts des cours d'appel de Dijon et de Toulouse, donc dans 2 des 36 cours d'appel de France, pour certains délits particuliers, les violences et un certain nombre d'infractions d'atteinte aux biens. Et dans les autres tribunaux en France, on n'a eu aucun changement. Donc on s'est retrouvé avec, à Dijon et Toulouse, des jugements rendus par des professionnels et des jurés pour les affaires de violence, et seulement des magistrats professionnels pour les autres affaires, et dans le reste de la France, que ce soit pour les violences ou pour les autres affaires, des jurés professionnels uniquement. On peut ainsi mesurer si l'introduction de jurés a abouti à une augmentation des peines et tester l'hypothèse selon laquelle les Français veulent plus de sévérité. On observe le graphe qu'on voit ici. En noir, vous avez la période pendant laquelle on a eu la réforme, et en haut à gauche, vous avez les délits qui ont été ciblés par la réforme, c'est-à-dire principalement les violences, au cours du temps à Dijon et à Toulouse. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence avec les autres périodes, que ça fluctue un petit peu, parce qu'il y a une fluctuation saisonnière qui est assez normale, mais qu'on n'observe aucune différence de sanctions une fois que les jurés ont été introduits. Ce qui corrobore un peu l'idée qui était déjà avancée par certains de dire, effectivement, si vous demandez au cours d'un micro-trottoir, est-ce que vous pensez que les peines sont trop faibles, les gens peuvent vous répondre, oui, il faudrait taper beaucoup plus fort, mais que mise en situation, face à une personne qui explique réellement son existence, face à des avocats, face à un procès contradictoire, la main vient à trembler et il est un peu plus difficile de condamner trop sévèrement tout le monde. Voilà pour les quelques projets que je voulais brosser. Je m'étais dit que peut-être on aurait le temps de discuter d'autres choses, mais en fait on ne l'aura pas. Donc à la limite, je vais sauter tout ça pour permettre à Eva de faire sa présentation. Merci bien. Merci, donc sans transition. On n'a toujours pas de questions, hein, donc n'hésitez pas. Bonjour à tout le monde. Oui, je m'appelle Eva Reiber, donc je suis professeure assistante à Aix-Marseille School of Economics, donc ça ne veut pas dire que je suis assistante, professeur, donc c'est plutôt que je suis maître de conférence, mais avec plus de recherche que de l'enseignement pour l'instant. Donc je ne suis pas d'origine française, donc je suis, à la base je suis allemande. Je fais ma licence, donc j'ai un peu un parcours différent à tous les autres, donc je fais ma licence en Allemagne. La première fois que j'étais vraiment en France, c'était pour une année d'Erasmus, c'était à Paris. Et oui, donc ça me plaît. Donc après la licence, j'ai décidé de revenir en France. J'ai fait ma master à la Toulouse School of Economics. Et je suis restée. Donc je suis restée pour un doctorat en microéconomie appliquée. Donc je m'intéresse pour les choix des individus dans des familles, mais aussi dans le quotidien. Donc je m'intéresse pourquoi on achète quelque chose, mais aussi pourquoi on donne de l'argent. Et je voudrais bien vous montrer aujourd'hui un projet que je fais. Et oui, voilà, donc je travaille comme je dis, sur le microéconomie appliquée. Et je fais aussi des projets de terrain. Donc ça veut dire que je voyage beaucoup dans des pays où je travaille et je collecte moi-même les données. Donc moi-même, ça veut dire qu'on travaille avec beaucoup de personnes. Donc je voulais vous montrer déjà mes co-auteurs, aussi avec l'idée que peut-être vous voyez dans le futur, on parle de grands économistes de demain, mais dans le futur, j'espère qu'il y a beaucoup plus de diversité dans le champ d'économie qu'on a peut-être aujourd'hui. Donc voilà mes co-auteurs. Et après, ce n'est pas seulement le co-auteur, c'est aussi des grandes équipes. Donc si on travaille sur le terrain, si on collecte notre donnée, si on fait des expériences sur le terrain, on a toujours des grandes équipes. Donc voilà, vous avez mon équipe au Ghana en 2016 et en 2019.
Et aussi, je fais un projet en Chine, je n'ai pas le temps de vous en parler, aujourd'hui on va parler du Ghana, mais on va aussi, mon équipe, en Chine. Voilà. Ce que je voulais vous parler juste d'un projet spécifique que je trouve assez intéressant, et normalement ça capture bien un peu l'idée où évolue le champ de l'économie de développement. Donc mes champs principaux, c'est l'économie de développement et l'économie de famille. Donc ça, c'est surtout l'économie de développement. Donc je voulais bien vous parler de dons religieux et l'assurance formelle. Donc oui, on m'a demandé aussi de vous parler comment on en arrive à des questions, des problématiques sur lesquelles on travaille comme chercheur. Et en fait, c'était une question qui était posée par ma co-autrice. Donc moi, j'étais contente d'être jusqu'à côté d'elle quand elle posait la question. Donc elle vient du Ghana et elle se demande pourquoi les gens là-bas, ils sont très religieux, ils donnent beaucoup d'argent, de leur argent aux églises. Ils sont pas riches, donc ouais, voilà. Mais ils donnent quand même beaucoup d'argent à leurs églises, mais aussi, pas seulement les églises, il y a aussi les mosques, donc en général plutôt à leurs organisations religieuses. Et on se demandait peut-être, ils pensent, ou il existe un mécanisme avec l'assurance, donc une assurance qui est liée à des dons religieux. Donc on se demande si ou est-ce que les membres des organisations religieuses, ils donnent pour être assurés. Et voilà, il y a deux idées qu'on avait dans la tête. Et une idée, c'est que oui, comme membre de l'Église, on donne à l'Église et on pense que l'organisation et les autres membres, ils observent et ils savent bien qu'on contribue régulièrement. Et si on a un problème, s'il y a quelque chose qui arrive à ma famille, tous les autres vont m'aider. Donc, ils vont me donner de l'argent. L'organisation, l'Église lui-même peut me donner de l'argent pour m'aider dans des situations avec des difficultés. Et oui, c'est quelque chose qui était déjà décrit dans la littérature, que les organisations religieuses peuvent être comme des plateformes, des assurances informelles. Mais nous, on avait aussi une autre idée, ce qu'on donne à des organisations pour se protéger par, dans ce cas, Dieu. Donc on pense que Dieu peut intervenir dans notre quotidien et il peut nous protéger. Donc si on se comporte dans une certaine manière, on a la protection de Dieu et les risques dont on a parlé, ça ne va même pas arriver. Donc les gens peuvent croire qu'avec les dons ou en général la participation religieuse, ils peuvent se protéger. Et comment on traite cette question? Donc, on a fait une étude sur le terrain, donc on était au Ghana, et on a fait une expérience. Donc, on a parlé avec une nouvelle église pentecostale, et on a invité des gens à une expérience. Donc, ils sont venus dans notre salle, et on les a partagés aléatoirement dans deux groupes différents. Donc, ils arrivent avec un groupe, et ils tirent. Et voilà, ils sont dans le groupe A ou B. Et le groupe A, on leur explique toutes les informations sur une assurance de vie et on va les inscrire gratuitement dans cette assurance de vie. Donc nous, on paye un traitement, une intervention. Et après, la deuxième groupe, ils reçoivent que l'information. Donc on leur parle aussi, on leur donne les mêmes informations, mais ils ne sont pas inscrits dans cette assurance. Donc la seule différence entre les deux groupes, c'est que ils sont assurés et les autres ne sont pas assurés. Donc là, comme on dit, un randomized controlled trial. C'est aussi ceux qui ont gagné le prix de Nobel il y a quelques semaines qui font. Donc là, la différence entre les deux groupes qui sont tirés aléatoirement, ils ont les mêmes caractéristiques, c'est juste le traitement qu'on lui donne qui est différent. Et voilà, après, on les laisse jouer en jeu d'allocation. Donc on leur dit, ok, d'accord, on va vous donner de l'argent et on vous demande de partager cet argent, ce montant, entre deux options. Et il y a plusieurs options. Une option, c'est de garder de l'argent. Et après, s'ils choisissent de faire ça, on va leur donner l'argent voilà, à la fin de l'expérience. Mais ils ont aussi la possibilité de donner l'argent à leurs églises. Donc exactement l'église où on a recruté les membres de l'église.
Et voilà, on a aussi rajouté 2 autres organismes, c'était des organismes de bienfaisance. Ici, c'est symbolisé par les enfants, des petits-enfants, parce qu'un organisme, une organisation, c'était une organisation qui s'occupe des enfants de rue dans un autre parc de la ville. Donc voilà, ils pouvaient choisir comment faire l'allocation entre 2 options. Voilà, donc c'était ses choix. Et pourquoi on a demandé ça? Parce qu'on s'est dit, d'accord, s'ils donnent à leurs églises pour être assurés par cette organisation, et maintenant ils sont assurés, ils vont donner moins d'argent à leurs églises. Voilà, ça c'est déjà une signe pour qu'ils perçoivent une assurance. Mais voilà, on voulait aussi tester ce mécanisme plutôt spirituel, plutôt compartimental. Donc on a rajouté ces 2 autres organismes parce que si on pense qu'on devrait donner pour se protéger de Dieu, bon, voilà, maintenant on est protégé par une assurance, on n'a pas besoin de cette protection, on va aussi diminuer l'argent qu'on donne à des autres organisations qui n'ont rien à faire avec notre Église, mais qui sont vraiment dans l'idée d'être charitable, de faire bien, d'être un bon chrétien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a joué plusieurs fois cette jeu pour tester les différents mécanismes d'assurance. Et voilà, je voulais bien vous montrer comment ça marche sur le terrain. Donc ici, sur votre gauche, vous voyez Ralph, qui est notre assistant, et il parle du traitement. Donc c'est même avant qu'il tire en enveloppe, avec, c'est dit oui, assurance, ou ça dit rien, ou ça dit oui, juste information sur l'assurance. Donc voilà, vous pouvez aussi voir le premier rang de participants. Ce sont des membres de l'Église. Ils écoutent bien ce qu'il dit. Après, vous avez notre enquêteur, Emmanuel, qui fait un questionnaire. Donc aussi, en plus du jeu, on a un questionnaire, on demande l'âge et le revenu et tout ça, pour après contrôler qu'on a bien fait notre tirage aléatoirement. Et voilà, le 3e, donc c'était en 2016, donc on utilisait des ordinateurs. Donc c'est une participante qui joue le jeu, donc c'est seule, donc bien anonyme, parce que oui, après les dons, c'est anonyme. Et voilà, sur l'ordinateur, elle a vu quelque chose. Elle a vu ça, exactement ça. Donc, elle avait ici le choix qu'elle pouvait faire. Donc, elle pouvait décider combien de cet argent elle veut garder et combien elle veut donner au Street Children's Fund, c'est l'organisation qui s'occupe des enfants de rue. Donc, elle a fait le choix entre les deux et on le fait plusieurs fois et on tire après une option et on le joue. Donc, ça veut dire que la décision qu'elle prend ici, ça, on va vraiment le faire. Donc, on a vraiment donné beaucoup à des églises et des organisations et aussi aux gens qui ont participé dans notre expérience. Voilà, donc ça, c'était notre expérience. Mais maintenant, vite fait, les résultats de notre étude. Donc, on trouve que les membres assurés, ils donnent significativement moins à leur propre église par rapport aux membres qui ne sont pas assurés. Et donc, ce sont des montants assez significatifs. Donc, ça veut dire qu'ils donnent 10% moins à leurs églises quand ils sont assurés. Donc, ça, déjà, c'est un signe que, oui, il y a une motivation d'assurance quand ils donnent à l'église. Donc, c'est pas que. Il y a bien sûr des autres motivations, mais là, déjà, il y a quelque chose avec l'assurance qui joue. Mais voilà, on trouve aussi que les membres assurés donnent moins aux organismes de bienfaisance. Et là, les dons, c'est anonyme, ils n'ont rien à faire avec leur église. Donc voilà, et comme c'est vraiment similaire, ils diminuent aussi d'environ 10%. C'est plutôt un signe qu'on trouve un mécanisme qui vient de cette croyance dans un Dieu qui peut vraiment intervenir, qui peut vraiment protéger et qui joue vraiment un rôle dans notre vie quotidienne. Et c'est aussi quelque chose qui est très, très important dans cette église. Donc, si on va là à l'église, le prêtre, il va vous parler de « Ok, oui, il faut bien donner, il faut bien se comporter, sinon il y a des choses qui arrivent. Et si on se comporte bien, si on donne régulièrement, c'est Dieu qui va vous donner des cadeaux, même donner beaucoup d'argent à vous. » Donc là,
on trouve vraiment un signe, une preuve, pas vraiment une preuve, mais on trouve que là, il y a un mécanisme d'assurance, et ça vient d'une croyance dans un Dieu interventionniste. Ce n'est pas quelque chose de très économiste, mais voilà, on a montré que cette croyance, ils sont vraiment en effet sur des caractéristiques, sur des résultats économistes. Donc les gens qui ne sont pas assurés, ils donnent beaucoup plus que les gens qui ne sont pas assurés. Et voilà pourquoi c'est intéressant. Et voilà, on est dans des circonstances, dans des contextes avec peu d'assurance, mais beaucoup de risques. Dans des pays en développement, les gens ils sont face à beaucoup de risques différents et il y a peu d'accès aux assurances. Donc là, ça peut être une explication pourquoi dans des pays comme ça, comme le Ghana, mais pas que. Donc il y a aussi des pays en Amérique latine, par exemple, où les églises, en fait, ils deviennent plus importants qu'on pense. Donc c'est une raison pour laquelle on trouve que cette église, ils ont beaucoup de succès dans des pays comme ça. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci, nous allons passer à la dernière présentation. Alors on a en fait quelques questions, hein, je vous rassure, parce qu'il y avait juste un petit bug informatique. Mais n'hésitez pas à continuer à en poser. Merci beaucoup, merci à Pierre-Philippe et à Laurent d'avoir organisé ça, et merci pour des interventions très passionnantes auparavant. Donc voilà, on essaie d'assumer le titre de cette session-là, et qui sait, peut-être dans 30 ans, on sera ça ici avec le futur Stiglitz ou Denis Rodrik, etc., en espérant. Donc, moi aussi, je suis étranger et je suis migrant international. C'est la première fois que je me catégorise comme ça, ça m'est venu comme ça. Je suis américain et je suis diplômé de UC Berkeley et de Sciences Po Paris, où j'ai fait ma thèse, et j'ai fait une thèse de chiffres qui a fortement influencé mes recherches. Je l'expliquerai un petit peu plus après. Et j'ai fait ma thèse sous la direction de Yann Elgan. Je suis un très fier ancien de JPAL aussi, comme Camille et comme Arnaud, et un peu comme Eva aussi, parce qu'elle utilise aussi des RCT, c'est-à-dire des expériences de tirage au sort, des expériences par le tirage au sort. Et je serai assistant professeur, je ne sais pas comment dire ça en français, mais assistant professeur à l'INSEAD, qui est une école de commerce à Fontainebleau et aussi à Singapour. Et je focalise sur ce qu'on appelle l'économie appliquée. J'utilise des données pour tester plus ou moins nos théories, est-ce qu'ils confirment nos théories ou pas. Et comme j'ai fait ma thèse de chiffres avec Pôle emploi, ça m'a permis de me spécialiser dans les politiques et les enjeux du marché du travail, notamment en France. Donc j'ai deux grands axes. Le premier axe, c'est les impacts de la discrimination au milieu du travail, donc sur la performance des employés, et aussi avant qu'on soit embauché, sur le comportement de recherche, notamment l'effort de recherche d'emploi. Le deuxième axe, c'est l'efficacité des politiques publiques actives de l'emploi, donc c'est-à-dire tout ce que Pôle emploi essaie de mettre en place, et il y a beaucoup de services publics de l'emploi dans plein de pays, et notamment j'essaie de voir, normalement ces politiques-là sont visées vers le demandeur d'emploi. On essaie de le former, on essaie de le placer, de l'aider dans ses recherches, mais qu'est-ce qui se passe si on retourne cette idée-là et on focalise, on aide les entreprises à trouver de bons candidats, à réduire leur coût de recrutement, et aussi, qu'est-ce qui se passe quand on informe les demandeurs d'emploi sur les vrais paramètres du marché. Peut-être qu'ils sont mal informés de la probabilité de trouver un emploi, et si vous choquez ces gens-là avec la vraie information, est-ce que ça change leur comportement? Donc vous pouvez regarder mon site web si vous voulez savoir plus de ça, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude sur l'impact de la discrimination sur la performance au travail.
Donc pourquoi cela est intéressant? Parce qu'on sait, je pense que tout le monde dans cette salle sait qu'il y a beaucoup de discrimination dans le monde. Okay? Et on a beaucoup de preuves qui disent qu'il y a discrimination au moment de l'embauche, liée à l'origine ou liée aux gens, et aussi sur les salaires. Mais on a peu de preuves jusqu'à cette étude-là sur l'impact de la discrimination sur la performance après ce moment-là. Donc, ce qu'on avait fait avec mes co-auteurs Mandy Palais et William Pariente, c'est qu'on avait mené une expérience qui originellement aurait dû être une expérience par le biais de tirage au sort, mais ça n'a pas marché. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais avec cette étude, on essaie d'adresser deux questions. La première question de premier ordre, c'est est-ce qu'il y a des a priori négatifs sur la performance des personnes issues de la minorité, même si ces personnes-là, conditionnelles sur les observables, c'est-à-dire le même diplôme, le même âge, etc., sont également productifs. Normalement, on doit réviser nos a priori et se réaliser, oh, peut-être cette personne-là est aussi productive ou plus productive que ce que je pensais. Mais comment ces biais persistent-ils alors? C'est parce que la discrimination en soi peut affecter la performance au travail. Donc vous avez un avant-goût pourquoi on appelle ça un professeur autoréalisatrice, mais on ira plus en profondeur et j'expliquerai exactement pourquoi c'est le cas à la fin, quand vous voyez le résultat. Donc d'abord, pour mener ce genre d'études, on a besoin des données, notamment sur une origine de la personne, c'est-à-dire, entre guillemets, une origine ethnique, mais on ne peut pas faire ça en France. Je trouvais ça assez bizarre quand je suis arrivé en France, mais maintenant je comprends de plus en plus. Et moi aussi, j'ai révisé un peu mes a priori sur cette question-là, pourquoi on ne peut pas avoir des statistiques ethniques ou pas, en comparaison avec d'autres pays. Donc nous, on utilise des noms et des prénoms pour donner une espèce de proxy, une probabilité d'avoir une origine étrangère, supposée. Et après, on exploite le fait que dans cette étude-là, on a vu un contexte d'une entreprise de grande distribution. J'ai l'interdiction à dire lequel, parce qu'ils ont dit non. Après, ils ont vu le résultat de non, 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 vous ne pouvez rien dire sur nous. Donc, je ne peux pas vous dire. Il y en a plusieurs en France, mais pas tant que ça. Et la particularité de cette population des caissiers dans ces magasins-là, c'est des hypermarchés, c'est qu'ils ne contrôlent pas avec qui ils travaillent. C'est un algorithme qui assigne quasi ou aléatoirement les gens à des différents horaires et du coup à différents managers qui les supervisent. Et le troisième élément qui était important dans cette étude, c'était qu'on a mesuré, on essaie d'avoir une mesure assez fiable des a priori ou des biais des managers envers une origine supposée. Et du coup, comme on approche au maximum avec cette assignation aléatoire ou quasi aléatoire avec l'algorithme de assignation aux horaires, on approche à ce qu'on essaie de faire à JPAL avec pourquoi Esther Duflo a gagné le prix Nobel, c'est d'utiliser la méthodologie pour identifier le vrai effet de la discrimination. Parce que les gens ne contrôlent pas avec qui ou pourquoi ils travaillent avec quelqu'un versus un autre. Avec ces éléments-là, ce contexte-là nous a permis d'évaluer l'impact de la discrimination sur la performance. Et on avait je vais vous expliquer sur laquelle, quels indicateurs qu'on avait. Mais d'abord, ce qu'on voit ici, c'est le test qu'on a utilisé pour éliciter les a priori. Et ça s'appelle un test d'assertion implicite. Vous pouvez faire ce test-là sur un grand nombre de sujets. Ça s'appelle Project Implicit. C'est un projet hébergé à Harvard. Mais vous pouvez aussi programmer vos propres tests IAT. Donc ici, c'est une image du test que les managers, les managers des caissiers dans cette marque de grande distribution a passé. Et vous voyez un prénom, mais ça peut être un prénom au milieu, mais ça peut être également un adjectif qui décrit soit un bon employé ou un mauvais employé. Et vous voyez que sur un côté,
on a une origine supposée appareillée avec bon employé. Donc, on catégorise soit un prénom, soit un adjectif sur ces côtés-là, et l'opposé. Et les gens associent ces adjectifs et ces noms aussi vite qu'ils puissent faire. Et après, ça change. Et du coup, on compte les millisecondes que votre cerveau, ou que le cerveau de ces managers-là, a pris pour associer quelqu'un d'origine, avec un prénom d'origine maghrébine ou nord-africaine, versus une origine française, et des millisecondes que ça a pris de plus ou de moins que d'associer bon employé avec une origine française. Donc, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des managers ont des a priori négatifs sur la productivité des gens issus de la minorité dans ces cas d'études. Et il ne faut pas dire qu'en France, les gens sont plus ou moins racistes ou discriminants. C'est le même ordre de grandeur qu'on trouve dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de pays différents. Okay? Donc, si vous êtes à 0, vous n'avez pas de biais, ni d'un côté ni de l'autre. Okay? Mais c'est qu'on voit que la masse, il y a beaucoup de probabilités que vous avez un a priori est forte, parce qu'on est sur ce côté-là. Donc, quand les caissiers sont exposés à un manager plus biaisé, ils sont plus probables d'être absents au travail. Ils passent moins de temps. Quand ils sont au travail, ils passent moins de temps. Okay? Les données nous permettent de faire ça parce qu'on a les temps que les horaires des caissiers, où vous devez être là, versus quand ils badgent avec leur badge, quand ils sont vraiment là. Donc, on peut faire la différence entre quand ils devaient être là et quand ils sont vraiment là. Et ils passent moins de temps au travail. Également, ils scannent les articles plus lentement à leur caisse quand ils sont exposés à plus de billets. Et ils prennent plus de temps entre les clients. Okay? So, vraiment des fortes évidences ou preuves que la discrimination, ce type de discrimination qu'on capture avec cette TAI, affecte la performance au travail. Donc, ça pose deux questions majeures. La première, c'est pourquoi? C'est quoi les mécanismes sous-jacents de cette baisse de productivité? Donc, on a mené une enquête auprès de ces caissiers. Certaines étaient toujours dans la boîte, certaines n'étaient plus, mais on les enquêtait au téléphone. Et on a demandé un questionnaire où on a demandé certaines questions sur leurs interactions et le classement de leur manager avec qui ils travaillaient quand ils étaient dans l'enseigne. Et ce qu'on a trouvé, peut-être étonnamment, c'est que le biais auquel ils étaient exposés n'est pas corrélé avec ce qu'on appelle un peu la discrimination classique, ou des discriminations par les goûts. C'est-à-dire que j'aime pas ce type de personnes. Donc, parce qu'on ne trouve pas qu'ils sont assignés à des tâches subalternes ou que les managers étaient plus biaisés, étaient méchants avec ces cases-là. Mais on trouve des fortes évidences qu'en fait, des managers biaisés, ou cette biais-là, est corrélé avec le fait d'interagir moins avec ces caissiers-là. Et du coup, on en déduit que parce qu'ils avaient moins d'interactions avec des managers, ça veut dire moins de supervision, ça veut dire aussi peut-être moins de chance que vos efforts quand vous visez d'être titularisé ou CDIsé dans cette enseigne-là, soient reconnus, et du coup, vous faites simplement moins d'efforts, donc tout à fait rationnellement. Et donc, ce que j'avais évoqué avant, c'est pourquoi exactement c'est une prophétie autoréalisatrice? Il y a deux raisons. La première raison, de premier ordre, c'est la discrimination même qui fait baisser la productivité. Okay? Et cela confirme les a priori ou des biais existants du manager. Mais on sait, une autre, peut-être plus subtile déduction qu'on puisse faire, c'est on regarde quand ces minorités-là, ils travaillent pendant les jours, ils ne sont pas exposés aux biais. Et ce qu'on trouve, c'est en fait, ils sont plus productifs que la personne issue de la majorité en moyenne.
plus de 14 clients par jour. Et ce que ça veut dire que c'est la discrimination qui rabaisse la productivité des minorités au niveau des majorités. Et cela peut avoir une influence sur la politique d'embauche de l'entreprise, c'est-à-dire que pour avoir une productivité ou une performance égale à une majorité, l'enseigne est obligée d'embaucher des minorités qui sont, entre guillemets, plus qualifiées ou plus performantes en moyenne, parce que c'est la discrimination en soi qui les rabaisse vers une productivité égale avec des majorités. Donc, une troisième question, je pense qu'on doit se demander tous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces résultats? Nous, avec cette étude, on n'a pas designé, on n'a pas élaboré cette étude pour répondre à cette question. Originellement, on voulait avoir un composant où certains managers aléatoirement étaient sélectionnés pour suivre une formation sur la diversité. Ça n'a pas abouti. Mais ça nous semble quelque chose d'évident à tester. Ou peut-être des politiques où on est obligé d'interagir, ou des mécanismes dans le milieu du travail, qu'on est obligé d'interagir également avec avec toutes les différentes personnes qu'on peut se trouver à interagir avec. Mais on n'a pas d'évidence ou de preuves sur ces politiques-là. Il y a quelques études que je sais que c'est peut-être en cours qui essaient d'adresser ça. Mais si vous cherchez de faire une thèse ou vous êtes intéressé par ces problématiques-là, c'est vraiment un domaine, un sujet très prometteur pour l'avenir. Donc je vous remercie pour votre attention. Alors merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux questions, mais je voulais réparer un oubli fâcheux. Tout à l'heure, quand j'ai inauguré la conférence, j'ai oublié de présenter mon collègue Pierre-Philippe Combe, qui est directeur de recherche au CNRS, et avec qui nous avons organisé cette session. Et c'est Pierre-Philippe à qui je vais passer la parole, qui va maintenant modérer les débats. Merci. Oubli pas très fâcheux, pas très important. Merci donc pour ces 4 présentations. J'espère que vous avez apprécié le fait qu'elles soient en français, parce qu'il y a au moins 2 personnes pour qui c'était un vrai effort, et je trouve particulièrement réussi. Et je pense que ça aide avec ce type d'audience. Donc merci beaucoup, et merci de manière générale pour la concision et l'effort de transmettre vos recherches. En fait, il y a 2 types de questions. Il y a des questions que je prendrai dans un second temps, relatives un peu au métier d'économiste, sur la façon dont vous avez choisi vos termes de recherche, comment vous interagissez avec d'autres sciences sociales, sur l'accès aux données, des choses comme ça. Avant ça, j'ai quand même il y a des questions un peu plus techniques sur chacun de vos contributions. On ne va pas pouvoir toutes les couvrir, mais en gros, j'en ai sorti 1 ou 2 pour chacun d'entre vous. Donc on va commencer par ça et on passera aux autres. Donc en fait, on va le faire dans l'ordre inverse. Donc Dylan, en fait, la question, il y a une question sur pourquoi avoir choisi une entreprise de grande distribution. Et si je lis un peu entre les lignes et que je généralise un peu, quid de la validité externe, c'est-à-dire dans quelle mesure, d'une expérience quand même assez particulière, un secteur particulier, un type d'entreprise particulier, on peut tirer des conclusions un peu plus générales sur le fonctionnement du marché du travail, et en l'occurrence des discriminations. Oui, merci pour cette question. Je l'ai trouvée très bonne. Donc, la raison pour laquelle on a travaillé avec cette entreprise-là, c'est parce que cette entreprise-là s'est engagée dans une politique de diversité. Et c'était une convention tripartite entre l'État, qui était géré, ou les fonds de l'État qui étaient gérés par le Fonds de l'expérimentation pour la jeunesse, qui a financé ou qui continue à financer beaucoup de projets empiriques. Il s'agit de la discrimination, logement, les problématiques de la jeunesse, éducation en général. Et cette enseigne-là a répondu présent avec nous à cet appel d'offres pour étudier ça. Donc ça, c'est la raison. Donc on était parié avec cette entreprise qui avait le même but que nous, d'étudier la discrimination au milieu du travail. Et je pense que concernant, c'est quoi les portées des résultats ou quels sont des enseignements qu'on puisse tirer étant donné que c'est un contexte spécifique et on travaille tous dans des contextes spécifiques, c'est une grande question. C'est pourquoi on parle beaucoup de reproductibilité, c'est ça qu'on dit, des résultats.
Donc peut-être ça ne marcherait pas dans un autre contexte, mais il faut savoir que le métier de caissier, c'est un métier assez autonome. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec leur manager, mais pour faire un boulot de caisse, ça ne demande pas un input ou une contribution de manager en permanence. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que les effets de la discrimination peuvent être encore plus forts dans d'autres contextes où l'interaction du manager est vraiment primordiale à la productivité de l'individu, de l'employé. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ça. Merci. C'est bien d'avoir des réponses concises comme ça on peut prendre plein de questions. Donc ensuite, Eva, il y a deux questions. Il y a une question assez pointue sur le fait que est-ce que le résultat peut être lié, qu'il y a qu'effectivement les individus se comportent de manière un peu égoïste, même dans leur type de quand ils donnent à des associations caritatives. Est-ce que ça peut être lié au fait que ça soit des dons monétaires par rapport à des dons qui auraient pu être faits en nature, par exemple? Et ensuite, il y a une deuxième question plus générale qui est est-ce qu'il y a des implications de politique économique de ce type de résultats qui sont obtenus? D'accord. Ok, merci. Oui, la première question, c'est une très bonne question que je ne crois pas que je m'ai déjà posée, donc c'est bien. Donc, nous, si on parle de la participation religieuse, donc nous on dit toujours participation, donc ça inclut les dons monétaires, mais aussi le temps investi à l'église. Donc si on va dans des services, si on a compris, par exemple, c'est l'investissement de temps, donc ça a aussi un coût. Mais donc voilà, oui, on cherche. On n'a pas vraiment regardé la différence, donc l'expérience s'est focalisée bien sur l'argent. En fait, on voudrait bien faire une autre expérience sur le terrain où on regarde aussi l'effet des prix, comment on dit, prix. Oui, c'est ça. Donc c'est ce qui, donc ça coûte rien, mais ça prend du temps. Donc s'il y a vraiment une différence entre les deux. Nous, comme on est économiste, la première chose qu'on se demande, si c'est quelque chose qu'on peut vraiment mesurer en termes d'argent. Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec cette question. Et aussi, c'est plus facile pour nous de convaincre les autres économistes que c'est une question intéressante. Si on peut vraiment donner les signes d'euros, on peut montrer, voilà, ça change vraiment l'argent que les organisations reçoivent. Donc, a priori, je ne suis pas sûre si ça marcherait avec le temps. Je crois théoriquement oui, mais on n'a pas du tout investi. Il n'y a pas du tout de recherche qui travaille sur ça. Donc nous, on est vraiment les premiers qui font ça. Donc je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent après. Et oui, voilà, la personne qui a posé cette question, j'invite de se mettre à cette question. Ok, la question plus globale. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire. Premièrement, que la problématique des religions, c'est quelque chose de très nouveau dans les champs d'économie. Donc c'est quelque chose qui les économistes, et ça fait ça fait 100 ans, un peu mis à écart, parce qu'ils se sont dit, oui, la religion c'est pour les gens pauvres. Donc avec le développement, avec l'argent, les gens ne vont pas être religieux. Donc ça, c'est un peu l'argument de Weber, qu'avec le développement, on n'a pas besoin de la religion. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où la religion est quand même très fort, très important dans le monde. Même les pays qui sont très riches, donc par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont très religieux. Donc on se réinvestit aussi dans cette question parce qu'on se dit aussi, d'accord, oui voilà, le comportement religieux c'est important pour les décisions, mais aussi les organisations religieuses jouent bien un rôle dans l'économie. Donc par exemple, si
Si on regarde les dons au Ghana, la majorité des gens, ils donnent entre 10 et 15% de leurs revenus à une organisation religieuse. Donc c'est beaucoup, donc on peut calculer, ça fait 2-3% de BIP, donc BIP. PIB, je crois, c'est en français. Donc, ce sont des montants assez importants. Et en fait, il y a la question, par exemple, s'il faut mettre en taxe, en impôt sur les profits des organisations religieuses. Donc, c'est une réforme qui est très discutée au Ghana, par exemple. Donc, nous, on s'est réinvesti dans ces champs. Donc, ça fait 20 ans que les économistes commencent à parler de la religion. Et nous on se demande vraiment, ok, les gens religieux, est-ce qu'ils prennent des décisions différemment que les autres? Parce que là, si on croit qu'il y a un Dieu qui nous protège, qui intervient dans notre quotidien, ça change vraiment les décisions. Et si on travaille dans un gouvernement et on veut aider, on veut pousser les gens à s'assurer de proposer une assurance de vie ou une assurance de santé, et voilà, les gens ils disent pourquoi, oui, moi je suis déjà protégé de Dieu, ou voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est bien de. Donc moi je travaille vraiment sur les idées des bases, donc comprendre pourquoi les gens ils font quelque chose, mais après ça peut aider pour faire des réformes qui sont plus adaptées au contexte et aux choix ou comportementaux des individus. Alors pour Arnaud, la question en fait, c'était les gens vont avoir encore plus de résultats. Et notamment, est-ce que vous avez des résultats au-delà de l'intensité des peines sur la nature des peines? J'imagine emprisonnement versus peine monétaire versus d'autres choses. La réponse courte serait non. Non, je m'intéresse principalement, principalement utiliser la peine de prison. Parce que c'est, pour une raison plus liée à mon parcours, je me suis intéressé aux questions pénales par le prisme de la prison à l'origine, donc c'est un peu ça qui m'a amené vers ce sujet-là. C'est un choix qui a du sens parce que c'est la peine la plus coercitive, parce que c'est la peine la plus violente, parce que c'est celle qui a le coût plus élevé pour les individus qui la subissent et pour la société dans son ensemble qui paye ces structures-là. Pour des questions de données aussi, parce que le casier judiciaire que j'utilise et même les bases de données d'une manière générale recensent très bien les peines de prison prononcées. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'application des peines, donc tout ce qui va être transformation aménagement d'un certain nombre de peines de prison en suivi socio-judiciaire, suivi avec mise à l'épreuve, sursis avec mise à l'épreuve, etc. Les amendes, on les a. J'ai très peu travaillé sur les amendes. La seule chose que j'ai faite, mais que je n'ai pas présentée là, c'est l'utiliser comme une des peines. Et il y a un des travaux que je n'ai pas évoqué, mais où je regardais l'effet du genre sur les peines. Vous le savez peut-être pas, mais en tout cas vous vous en doutez probablement très fortement. Les femmes sont très nettement moins sévèrement punies que les hommes. D'une manière générale, dans nos sociétés, les femmes sont discriminées négativement dans énormément de dimensions, mais pas dans la sphère pénale. Dans la sphère pénale, c'est plutôt bien d'être une femme. À délit égal, les femmes ont des peines assez nettement plus courtes, des peines de prison à délit constant. Même quand on regarde les partenaires délinquants, des gens qui commettent des délits ensemble, les hommes prennent beaucoup plus que les femmes, alors même qu'ils sont condamnés pour rigoureusement les mêmes faits, le même acte. Même quand les femmes ont plus d'antécédents que les hommes, elles sont quand même moins condamnées que les hommes quand ils ont commis des trucs ensemble. Et ça interagit évidemment, enfin pas évidemment, mais ça interagit avec le genre des juges, puisque cet avantage lié aux femmes est plus faible lorsque le juge est une femme. Ce qui là rejoint pas mal de la littérature qui trouve que les femmes sont moins biaisées vis-à-vis des femmes, mais dans ce contexte-là, ça veut aussi dire qu'elles sont plus sévères. Dans ce papier-là, j'ai regardé un peu les amendes. C'est une digression complète pour parler de mes recherches sur une question qui n'avait rien à voir. Mais dans ce contexte-là, j'avais regardé l'effet sur les amendes et on trouve pas grand-chose, probablement parce qu'elles sont beaucoup plus bornées aussi. Enfin, il y a quand même un peu des tarifs dans la sphère pénale pour un certain nombre de choses. Le gros des amendes, c'est le contentieux routier. Il y a un barème qui est quand même assez standard. On ne bouge pas forcément énormément. Il y a un barème en termes de ce que vous devez à la victime pour tel ou tel type
de dommages physiques ou moraux, etc. Et puis ça m'intéresse juste un peu moins. Merci. Et en plus, tu as répondu à une question sur l'accès aux données, donc 2 questions en une, même sans qu'elles soient posées, super. Camille, donc la question que les gens te posent, c'est est-ce que, donc, après tes recherches, tu es convaincu que les algorithmes améliorent les choses? Et ensuite, il y a une deuxième question qui est aussi, je trouve, intéressante, qui est est-ce que les algorithmes s'améliorent dans le temps? Donc, est-ce que Parcoursup est meilleur que l'algorithme précédent ou pas? Dernier point, les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup d'algorithmes utilisés en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement dans la plupart des pays, en fait, ce type d'algorithme d'allocation des personnes? Alors peut-être que ça marche, oui. Peut-être que je vais commencer par la dernière parce que c'est la plus rapide. Il y a des algorithmes, c'est pas du tout spécifique à la France. Donc je disais j'utilisais le terme, la France est un bon consommateur d'algorithmes, notamment dans le domaine de l'éducation, parce qu'on utilise des algorithmes pour affecter les élèves dans les lycées, ensuite dans l'enseignement supérieur et pour affecter les enseignants sur des établissements scolaires. Mais c'est pas du tout spécifique à la France. Il y a beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, qui utilisent des algorithmes pour affecter les élèves dans les établissements scolaires. Et en fait, la raison, donc peut-être que ça fait le lien avec la question précédente, qui est est-ce que les algorithmes améliorent les choses? La raison pour laquelle ces algorithmes ont été adoptés de façon, et sont en fait adoptés de façon de plus en plus systématique en France ou aux États-Unis. Souvent aux États-Unis, en fait, c'est fait à l'échelle, non pas d'un État, mais plus d'un district qui est un peu plus petit qu'un État. La raison pour laquelle ces algorithmes sont adoptés au cours du temps, c'est que si on pense à une situation sans algorithme, en fait, les candidats dans des établissements scolaires, un par un, donc déjà, ça veut dire qu'il faut faire la démarche de candidater un par un dans les établissements scolaires. Il faut avoir l'information sur les établissements scolaires. Ensuite, les établissements scolaires ordonnent les candidats un peu comme ils le souhaitent. Et souvent, les établissements scolaires envoient ensuite des vagues d'offres d'acceptation aux différents candidats. Étant donné que ce n'est pas centralisé, les offres peuvent arriver à différents moments. Donc en fait, c'est aussi un peu ce qui peut se passer maintenant avec Parcoursup. Mais bon, le parallèle est... Non, mais si on reprend l'exemple des établissements scolaires, en fait, les élèves ont des offres en main de la part d'établissements scolaires et doivent souvent accepter certaines offres d'établissements qu'ils n'aiment pas nécessairement avec des deadlines, par exemple, qui ne vont pas coïncider. Ils n'ont pas encore reçu des offres d'autres établissements qu'ils préféraient. Donc, en fait, il y a toutes ces questions de coordination qui se posent et qui compliquent les marchés qu'on appelle décentralisés, donc avant l'adoption des algorithmes. Et c'est une des raisons, et un autre problème du côté des établissements, et ça c'est un exemple, une des raisons clés qui a mené à l'adoption des algorithmes en Angleterre, par exemple, où en Angleterre, chaque local authority, autorité locale éducative, utilise un algorithme pour affecter les élèves dans les établissements du secondaire. C'est que, en fait, à la rentrée, il y a beaucoup d'établissements qui se retrouvaient avec des effectifs beaucoup plus faibles que ce qu'ils anticipaient, parce qu'en fait, les établissements avaient envoyé des offres à beaucoup d'élèves, et les élèves avaient accepté une offre, et ils n'avaient pas dit aux autres établissements qui refusaient les autres offres. Donc, en fait, c'est des questions très, très pratiques, très concrètes, et enfin des questions, en fait c'est des coûts qui sont très concrets et qui font qu'en pratique, dans ces cadres très spécifiques, adopter un algorithme, ça veut dire que ça simplifie beaucoup les choses en termes de timing. Tout le monde reçoit une offre au même moment et ça simplifie les choses en termes de limiter le nombre d'offres qu'on a. Après, il y a aussi des côtés négatifs, c'est-à-dire que les algorithmes, ils peuvent être perçus très souvent comme des boîtes noires. C'est une des raisons pour lesquelles, je pense, l'algorithme d'affectation post-bac, APB, a été remplacé par Parcoursup. Et Parcoursup, juste entre parenthèses, en fait, ce n'est pas un algorithme à proprement parler. Parcoursup, la transition de APB à Parcoursup, c'est un bon exemple et assez unique d'une situation où on est passé d'un marché qui est coordonné avec un algorithme à un marché qui est pas complètement, mais quasiment complètement décentralisé, où les établissements envoient des offres, les candidats ont des offres en main, ont 2 semaines ou un peu moins pour faire leur choix, et ensuite, quand certains établissements reçoivent des rejets, ils peuvent descendre dans leur liste et envoyer d'autres offres. Et globalement, le mouvement va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qu'on observe, pas trop en France parce qu'on a déjà beaucoup d'algorithmes, mais plutôt dans les autres pays, que ce soit, et là je ne parle pas uniquement de l'affectation des élèves dans les établissements scolaires, que ce soit je parlais des crèches, des logements sociaux, des marchés qui relèvent du secteur public, on a plutôt tendance à avoir une adoption
des algorithmes croissantes plutôt qu'un passage de marché avec algorithmes à des marchés décentralisés. Et j'imagine que là, ça relève, il y a plein de considérations, il y a des pour et il y a des contre. Je ne dirais pas que d'une façon générale, les algorithmes améliore les choses, et je pense que la raison pour laquelle notamment l'algorithme d'APB a été abandonné, c'était pour des raisons très valables à l'encontre des algorithmes qui dépendent peut-être des contextes, du manque de transparence sur les algorithmes. Mais donc voilà, pour faire court, il y a des pour et il y a des contre. Je ne dirais pas que les algorithmes améliorent systématiquement la situation. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour les questions un peu plus générales sur vos choix, j'allais dire. Je vais poser en fait les questions, les deux questions et des sous-questions. Je vais vous les poser toutes ensemble et à tous les 4 ensemble. Et puis du coup, vous pouvez répondre à certains points, mais pas tous systématiquement selon vos envies. Alors, il y a les deux familles de questions. La première, c'est, apparemment, pas mal de personnes trouvaient que vous étiez quand même sur des questions très spécifiques, très pointues. Et donc, j'ai lu ça. Est-ce que c'est trop spécifique, trop pointu ou pas? Il y a eu une discussion ce matin entre Rodrigue et Stiglitz sur ça. Est-ce qu'il fallait travailler sur les grandes questions et avoir des big names sur des grandes questions, ou au contraire, est-ce qu'un bon économiste était quelqu'un qui pouvait toucher un peu à tout ça? Donc vous, comment vous voyez là-dedans? Et une autre question complémentaire sur ce sujet, c'est est-ce que vous pensez travailler toute votre vie sur les questions dont vous nous avez parlé aujourd'hui, ou au contraire, vous allez bifurquer? Et la deuxième série de questions, c'est en fait apparemment la conclusion de certaines personnes, c'est que vous étiez très proche de la sociologie et de thèmes de sociologie. Et donc, est-ce que les économistes sont devenus des sociologues? Est-ce qu'ils travaillent avec des sociologues? Est-ce qu'il y a des interactions avec la sociologie? Et donc, de manière plus générale, quelles sont les interactions avec d'autres sciences sociales? Donc, surtout un peu tout ça, là, dans l'ordre que vous voulez. Je veux bien commencer. Est-ce que les questions sont trop spécifiques? En fait, je dirais que, en tout cas, moi, en répondant sur mes thèmes de recherche qui sont les algorithmes d'affectation, en fait, j'ai mentionné, par exemple, 3 domaines d'application qui sont les affectations des élèves dans les établissements scolaires, les affectations des enseignants dans les établissements scolaires, et un autre domaine qui est un peu plus différent, c'est les plateformes de recrutement. J'en ai relativement peu parlé, mais en fait, je vois notre démarche comme, d'ailleurs, faire un doctorat et ensuite faire de la recherche, c'est s'ultra spécialiser et devenir un expert dans un domaine. Dans mon cas, c'est ces algorithmes d'affectation, quelles sont leurs propriétés, comment ils fonctionnent, quelle est toute la palette des algorithmes d'affectation qui existent, dans quel cas l'un est plus approprié qu'un autre. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les connaissances qu'on a, elles sont généralisables à des marchés beaucoup plus larges. Et par exemple, j'utilise pas mal l'exemple de l'affectation des places en crèche. En fait, on pourrait utiliser quasiment exactement, d'ailleurs on peut utiliser exactement le même algorithme qui a été utilisé, qui s'appelle AffleNet, donc qui est utilisé pour affecter les élèves au lycée, qui était plus ou moins le même algorithme que affectation post-bac, qui en fait s'appelle l'algorithme à affectation différée, Deferred Acceptance, qui est très connu dans la littérature. En fait, ce même algorithme pourrait être utilisé pour affecter des places en crèche. C'est un peu plus compliqué pour les logements sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est que la spécialisation nous permet ensuite d'appliquer ça à des domaines beaucoup plus variés. Donc je pense que quand on présente nos travaux de recherche, c'est très spécialisé, parce qu'en fait, nous, c'est la démarche qu'on a eue, on est obligé de s'ultra spécialiser pour comprendre quels sont les enjeux et quels sont en fait tous les tenants et les aboutissants techniques, que ce soit pour les algorithmes, mais aussi en termes de méthodologie. Il y a beaucoup de présentations qui portent sur les évaluations aléatoires. Les évaluations aléatoires, ça paraît très simple quand on en parle, parce que c'est juste un tirage au sort. En pratique, quand on le fait, il y a plein de choses, d'expertise qu'on acquiert, parce qu'il y a plein de considérations à avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très techniques, mais qui peuvent être généralisées bien au-delà de ce qu'on fait nous dans nos travaux de recherche. Et sur la question de la sociologie, moi je ne travaille pas personnellement avec des sociologues. Je pense que la discipline globalement est relativement
hermétique, c'est peut-être un terme trop fort. Je pense que c'est assez regrettable qu'on n'ait pas plus de pont entre l'économie et la sociologie, parce que clairement, parmi les présentations, enfin peut-être que ma présentation était la plus éloignée de ce qui peut se faire en sociologie, mais même sur les comportements, en fait, par exemple, ce qui pourrait être pertinent dans la sociologie pour analyser les affectations des élèves dans les établissements scolaires, c'est les comportements d'autocensure, c'est où est-ce que les élèves de milieux défavorisés candidatent en termes d'établissement par rapport aux élèves de milieux plus favorisés. Et toutes ces questions-là, elles relèvent vraiment, enfin en tout cas, elles pourraient être éclairées par l'apport de la sociologie. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a très très peu de ponts à l'heure actuelle entre l'économie et la sociologie, et c'est un point un peu regrettable, je dirais. Juste pour réagir sur la deuxième question, puisque pour le coup je me sens assez visé sur les questions de rapport à la sociologie. En gros, à mon sens, hein, c'est juste mon avis, mais vous pouvez catégoriser les sciences sociales de 3 manières différentes. Soit vous considérez que c'est des objets, auquel cas vous avez les anthropologues qui s'intéressent aux tribus reculées d'Amazonie, vous avez les économistes qui s'intéressent à la sphère marchande, et vous avez les sociologues qui s'intéressent à tout le reste de la vie sociale des sociétés développées. C'est une grille de lecture qui, à mon sens, est fausse. Enfin, c'est celle du sens commun, mais à mon sens, ça ne marche pas avec ce que font effectivement les chercheurs. Vous avez des tas d'anthropologues qui se sont mis à faire des observations participantes dans des usines pour aller voir la façon dont bossaient les ouvriers. Il y a de ça déjà 30 ou 40 ans. Vous avez des sociologues qui s'intéressent au marché, qui s'intéressent à l'argent. Vous avez de la sociologie des traders. Et vous avez, comme il y a dans ce panel-là, des économistes qui s'intéressent à un certain nombre de questions. Divers relevant pas spécialement de la sphère marchande. Vous avez une deuxième façon de voir les choses qui est de catégoriser par espèce de théorie sous-jacente. Alors là, généralement, les économistes sont les méchants un peu systématiques, considérant que les gens sont ultra-rationnels, et ceux qui considèrent qu'il y a des déterminismes sociaux sont plutôt du côté de la sociologie. Ça encore, ça me semble relativement faux, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde chez les économistes pour défendre le côté ultra-rationnel des individus. Enfin, en économie de la criminalité, il y a un modèle qui date des années 60 qui dit que les gens commettent des délits quand les gains des délits sont supérieurs aux gains d'une activité légale. Vous ne vous posez pas de question de maximisation de bénéfices quand vous traversez en dehors des clous, et personne fait ça. Enfin, c'est une façon simplifiée de représenter le monde qui peut être intéressante, qui a un certain nombre de dérivés du modèle qui sont plutôt intéressantes à explorer, mais c'est pas censé être exactement la façon dont fonctionnent les gens, et à peu près tous les économistes s'accordent à dire qu'il y a des déterminants sociaux dans nos comportements. La troisième façon qui me semble beaucoup plus valide comme façon de distinguer les sciences sociales, même si, encore une fois, ça revient quand même à mettre des frontières entre des gens, enfin mettre des murs entre des gens qui s'intéressent quand même à des questions très connexes, c'est dire qu'il y a des méthodes, enfin il y a des façons d'aborder des objets qui fonctionnent plus ou moins bien selon les objets, mais qui sont avant tout des méthodes. Et chez les économistes, ce que vous avez ici parmi nous quatre, c'est globalement l'usage soit de modèles formalisés, soit l'usage de bases de données au sein desquelles on fait de l'économétrie afin d'essayer d'extraire des liens causaux par le biais de stratégies d'identification, d'expérience, etc. Ce qui diffère d'une approche des sociologues qui se base principalement sur des enquêtes ou sur des entretiens, qui sont moins hypothético-déductifs et plus inductifs, donc pas forcément en partant avec une question figée, mais en essayant de faire émerger des questions des entretiens qu'ils ont avec les gens, et ce qui se distingue là encore des anthropologues qui ont plutôt travaillé par le biais d'observation ou d'observation participante. Si vous prenez cette grille de lecture-là, d'une part, j'ai l'impression qu'elle correspond assez bien à ce que font effectivement les chercheurs à l'heure actuelle, mais surtout vous permettez de comprendre le type de travaux qu'on est capable de comprendre et de critiquer. Je lis un certain nombre de travaux de sociologie parce que mes questions sont effectivement travaillées énormément par les sociologues, mais pour la plupart d'entre eux, je ne suis pas capable de les critiquer. Enfin, je comprends ce qu'ils font, je peux trouver ça intéressant, ça peut influer sur ma recherche, mais je ne suis pas capable de critiquer la méthode d'un sociologue, parce que je ne suis pas sociologue. En revanche, Camille, qui travaille en économie de l'éducation, qui n'a absolument rien à voir avec mon sujet d'intérêt, mon objet d'intérêt a priori, je comprends ces méthodes, je comprends la façon dont elles fonctionnent intellectuellement sur ses papiers, et je suis capable de critiquer ce qu'elle fait en séminaire, critique étant pas forcément négatif, mais juste de le commenter, et de la même manière pour Eva et Dylan. Et là, il y a une grille de lecture, une méthodologie, une façon de raisonner, une façon de démontrer des choses qui va être proche au sein des gens appartenant à ce même field, à cette même discipline, et qui me semble être une façon plus intéressante de classifier. Oui. Pour le même point, je voulais vous juste parler de ma petite sœur. Donc, elle voulait faire quelque chose de différent que moi. Donc, elle a commencé avec la sociologie. Et après quelques années, elle m'a dit ouais, voilà, en fait, on fait exactement la même chose.
J'ai dit oui, d'accord, moi j'ai un peu plus de maths dans mes papiers que toi, mais voilà, c'est vrai qu'on s'intéresse au même objet. Donc elle s'intéresse au travail, les décisions de travail et tout ça. Donc a priori, oui, moi je vois vraiment la différence dans les méthodes qu'on utilise. Mais oui, voilà, il y a des sociologues qui travaillent vraiment avec les données, qui utilisent beaucoup l'économétrie, comme moi je l'utilise aussi. Il y a, oui, bien sûr, il y a moins de maths, comme j'ai dit. Mais voilà, moi j'ai des co-auteurs qui sont pas des économistes. Donc j'ai aussi un travail qui est dans l'économie de famille, donc les gens qui se marient, et les choix d'éducation et des fertilités, d'avoir des enfants. Et là, par exemple, j'ai un co-auteur elle est une biologue. Et en fait, j'aime beaucoup travailler avec elle parce qu'elle a aussi cette méthode de travailler avec les expériences. Donc les expériences sur terrain, donc voilà. Donc ça, c'était très intéressant de travailler avec elle. Je travaille aussi avec un anthropologue qui utilise aussi des méthodes quantitatives. Donc voilà, vraiment l'interdisciplinaire, c'est quelque chose qui moi m'intéresse. Ça se voit aussi sur le projet que j'ai présenté. Mais là, voilà, on est que des économistes, mais c'est quelque chose, après, si je parle de religieux, des sociologues, ils sont toujours très intéressés. Donc, oui, voilà, notre champ dans la microéconomie, je crois que oui, ok, on a peut-être un biais ici sur les méthodes de microéconomie aujourd'hui. Il y a cette interdisciplinarité qu'on peut voir donc, par rapport. Voilà. Donc ça aussi devient un peu sur le deuxième question. Donc la question vraiment de se concentrer sur des questions précises. Moi je crois aussi que nous on est vraiment au début de notre carrière. On a cette spécialisation. On trouve ça hyper intéressant de trouver des réponses concrètes aussi. Et voilà, je crois avec des projets, on peut trouver des petits résultats à des questions différentes. On peut trouver peut-être une image qui est très claire. Parce que pour l'instant, oui, ok, je trouve une solution pour cette question précise. Mais après, j'envisage aussi de faire, d'évaluer, de faire des recherches dans des autres sujets. Donc, je ne vais probablement pas rester sur cette question. Donc, je vais faire un peu des choses différentes. Et j'espère que dans le futur, je vais avoir une image plus clair sur aussi des grandes questions et on peut se voir peut-être dans 10-20 ans et je vais vous parler de la religion ou quelque chose en plus général. Voilà. Juste brièvement, en termes de est-ce qu'on focalise vraiment sur des micro-sujets et, on a évoqué, on est des micro-économistes, mais je pense que je peux faire ça. Je pense que notre métier va dans cette direction-là. Notamment, je les cite encore, mais je pense qu'elle le mérite bien. Esther Duflo appelle à nous, les microéconomistes appliqués, d'être comme un plombier, d'être focalisé vraiment sur les petits sujets. Et au fur et à mesure, on crée du savoir. Plutôt que ce qui est évoqué ce matin sur la métaphore de porc-épic et coyote, comme ça, Fox, plutôt que de dire ah bah il y a une vérité, je vous dis et je vous le formule dans cette équation-là, et il s'avère qu'en fait il y a plein d'exceptions à cette vérité. Donc je pense qu'on est tous un peu sur cette lignée-là, avec nos petites expériences. Heureusement, il y a beaucoup d'économistes, il y en a de plus en plus. On va arriver à une espèce de banc de savoir qui évolue et qui évalue avec des changements structurels. Je pense que c'est une bonne chose, plutôt que de dire des grandes vérités qui n'ont pas de sens. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc merci à tous et je vous propose d'applaudir à nouveau nos 4 intervenants.